Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Tu te demandes peut-être quel lien il y a entre Alerte à Malibu, ce fameux feuilleton avec des sauveteurs en mer, et les lois de Descartes pour la réflexion et la réfraction. C'est le physicien Feynman qui, dans son cours de mécanique, pose la question suivante. Quel trajet un sauveteur placé sur la plage, donc là on matérialise de ce côté-là c'est la plage, de ce côté c'est l'océan, c'est l'eau. Donc le sauveteur il est là sur sa chaise haute et là donc il y a une jeune fille qui se noie et donc Feynman pose la question suivante. Quel doit être le trajet pour minimiser le temps de parcours entre le sauveteur et la personne qui se noie? Évidemment la plupart des sauveteurs ce qu'ils font c'est qu'ils vont à la verticale de la personne qui se noie. Ici ils se jettent à l'eau et ils vont donc sauver la personne. En réalité cette configuration c'est pas la plus rapide pour aller de A1 jusqu'à A2. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la position du point I jusqu'auquel le sauveteur devrait aller pour secourir la personne qui se trouve donc au point A2. Et ce qu'on va voir dans un deuxième temps, c'est que finalement ce raisonnement va nous redonner la loi de la réfraction de Descartes entre deux milieux d'indices différents N1 et N2. Donc ça va être dans un deuxième temps parce que tout ça répond à un même principe qui s'appelle le principe de Fermat, qui est un principe dit variationnel en physique. À la fin de cette vidéo, je vais dire un mot de ce qu'on appelle aussi le principe de moindre action. Donc les principes variationnels en physique, c'est une manière de reformuler un certain nombre de lois physiques en minimisant une certaine grandeur. Et ici, on va voir que la lumière, pour aller de A1 à A2, suit un trajet en vérifiant les lois de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, qui minimise le temps de parcours. Donc c'est un principe qui a été énoncé par Fermat en 1657. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Donc le sauveteur, sur la plage, il peut se déplacer à la vitesse V1 et dans l'eau, il peut se déplacer à la vitesse V2 et on suppose que dans chaque milieu, c'est une trajectoire rectiligne. Mais on se pose la question du point d'intersection. Alors pour paramétrer ce problème-là, donc l'inconnu c'est la position de I, on va mettre un repère, donc X, le long de la frontière entre la plage et l'eau, Y donc perpendiculaire, j'ai mis l'origine à la verticale de A1, donc on a écrit les coordonnées de A1 et de A2 qui sont fixées, donc 0, H1, X2, donc c'est la position de A2, donc X2, et puis moins H2, Y est négatif, H2 c'est cette distance-là. Le point I se trouve donc sur l'axe des X, donc son ordonnée est nulle. Il est repéré uniquement par X, donc X qui est l'abscisse donc du point d'intersection. Et puis donc on peut écrire les coordonnées des vecteurs en faisant la différence des coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur A1i et A2i. Donc le problème c'est qu'on cherche à minimiser le temps de parcours. Donc quelle est la valeur de X tel que delta t soit minimum. Et delta t, c'est le temps de parcours du sauveteur. Alors, delta t, on va le décomposer en deux temps, un temps sur la plage et un temps sur l'eau. Et chaque temps, ça va être très simple, ça va être la distance parcourue divisée par la vitesse. On a un mouvement rectiligne uniforme, donc on voit bien que ça c'est homogène à un temps. Hein. Tu divises une distance, ça c'est en mètres par seconde, donc on voit bien que ça fait un temps. Donc A de I sur la vitesse dans l'eau, la vitesse V2. Et donc on va écrire ça avec les coordonnées. Donc on va prendre simplement les coordonnées, la norme, on va utiliser le théorème de Pythagore ou simplement la norme d'un vecteur, donc la racine de la somme des coordonnées au carré, plus donc x moins x2 au carré, plus h2 au carré, sur V2. Donc là, on a écrit le temps de parcours entre A1 et A2. On a décomposé ça en deux temps de parcours. On cherche un minimum. Alors, comme très souvent en physique, quand on cherche un minimum, en fait, on commence déjà par chercher un extrémum. Pour dire que c'est vraiment un minimum, il faudrait calculer la dérivée seconde, vérifier qu'elle est positive. Bon, on va admettre qu'en cherchant un extrémum, ce sera un minimum. C'est déjà une condition nécessaire. Donc, on va dériver ça par rapport à x, parce que finalement, toutes les autres grandeurs sont des constantes dans notre problème. H1, H2, V1, V2, x2, tout ça, ce sont des constantes. Donc on dérive ça, dérivée des fonctions composées, racine de u
u' sur 2 racine de u, donc 2x sur 2 v1 racine de x carré plus h1 carré, donc plus donc 2x moins x2, donc sur 2 v2 racine donc de x moins x2 au carré plus h2 au carré. Alors bien sûr, il y a des simplifications. Les racines, ici, on reconnaît les distances AI1, A1i, A2i. Donc finalement, on peut réécrire une condition nécessaire donc, pour avoir un extrémum. Donc on va dire que cette dérivée doit être nulle si on cherche déjà un extrémum. On peut écrire ça sous la forme suivante. Donc x sur A1i divisé par V1 est égal à... Alors, je fais passer ça de l'autre côté, tu vas voir pourquoi après. C'est pour avoir des grandeurs positives. Donc sur V2 divisé par A2i. Parce qu'on va redonner une interprétation géométrique de ce truc-là. En fait, ce qu'on aimerait montrer, c'est que est caché là-dedans la loi de Descartes, l'équivalent de la loi de Descartes, n1 sinus I1 égale n2 sinus I2. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'indice, on va en parler après. Mais l'idée, c'est d'introduire les angles I1, I2, l'angle d'incidence, entre guillemets, l'angle de réfraction. Donc l'angle d'incidence, il est là, mais il est aussi ici. Donc I2, il est là, et il est aussi ici. Alors, si on regarde ce que c'est que x sur A1i, on voit que dans ce triangle rectangle, c'est le côté opposé à I1 sur l'hypoténuse. Donc ça fait sinus I1. Donc en fait, ce truc-là, ça s'écrit aussi sinus I1 sur V1 égale. Et donc, si je l'ai passé de l'autre côté, c'est pour avoir des distances. x2 moins x est positif. Divisé donc dans ce triangle rectangle ici. Donc x2 moins x1, c'est cette distance-là, divisé par l'hypoténuse, donc ça fait bien le sinus de I2, donc égale sinus I2 sur V2. Donc voilà la réponse à notre problème. Le sauveteur, pour minimiser le temps de parcours entre sa chaise et la personne qui se noie, doit choisir un angle d'incidence et un angle de réfraction, tel que sinus I1 sur V1. Bon, il aura plus vite fait d'aller à la verticale et de nager, évidemment. C'est un peu une boutade, mais ça nous montre les lois de Descartes. C'est en quelque sorte une démonstration des lois de Descartes. Donc si au lieu maintenant de parler d'un sauveteur qui va à la vitesse V1, vitesse V2, on parle de la lumière dans un milieu d'indice N1 et un milieu d'indice N2, donc deux milieux homogènes, séparés par un dioptre. Donc la vitesse de propagation, on sait que c'est C sur N1, C sur N2. Et donc, quand on réécrit cette loi en introduisant V1 égale C sur N1, V2 égale C sur N2, eh bien on retrouve, après simplification par C, N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Et donc, on retrouve les lois de Descartes. Donc c'est une illustration du principe de Fermat. La lumière choisit une trajectoire qui minimise le temps de parcours. Alors Fermat, pour énoncer son principe, se basait sur un principe moral. Il disait « La nature agit toujours par les voies les plus courtes et les plus simples ». Et puis ce principe-là, comme je le dis, il a été étendu en physique classique, en physique quantique. Donc il joue un rôle très important. Il a été développé par des physiciens comme Euler et plus tard De Broglie ou Lagrange également avant. Donc tout ce qui est mécanique lagrangienne, c'est basé sur un principe variationnel. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle des limites de la mécanique quantique et de la mécanique classique, dans lequel j'introduis un critère sur la notion d'action. Donc une action, c'est le produit d'une énergie par un temps ou d'une quantité de mouvement par une position, c'est homogène à un moment cinétique. Et donc on a dit que la mécanique classique, c'est quand on a une action caractéristique d'un problème qui est très grande devant la constante de Planck, qui est un peu le quantum d'action, l'action élémentaire. Cette notion d'action, elle est vraiment intéressante à intégrer à partir de principes comme celui de Maupertuis. Donc voilà ce qu'il disait, Maupertuis, en 1744. Principe de la moindre quantité d'action. L'action est proportionnelle au produit de la masse par la vitesse et par l'espace, donc produit d'une distance par une quantité de mouvement. Maintenant, voici ce principe, si sage, si digne de l'être suprême. Lorsqu'il arrive quelque changement dans la nature, la quantité d'action employée pour ce changement est toujours la plus petite qu'il soit possible.
Donc en minimisant l'action, eh bien, on obtient une reformulation des lois de la mécanique, voire de la mécanique quantique. Alors voilà, ce sont ce qu'on appelle tous ces principes variationnels. Donc le principe de Fermat, en fait, il est symptomatique de raisonnement en physique tout à fait typique, la minimisation d'une certaine grandeur. Donc ici, c'était le temps de parcours. Et voilà, donc à ce titre-là, c'est vraiment intéressant. Évidemment, on peut refaire cette démonstration pour démontrer aussi les lois de la réflexion de Descartes, le fait que l'angle réfléchi est égal à l'angle d'incidence. Donc pour ça, il suffit de mettre en équation à peu près la même situation. Donc si on a un miroir, un point source et un point sur lequel le rayon va être réfléchi, on peut se poser la question, quel est le point d'intersection du rayon lumineux avec le miroir? Alors tu sais que pour faire un dessin correct, tu prends le symétrique de la source ici et tu fais comme si le rayon arrivait en ligne droite. Et donc là, automatiquement, la loi de Descartes va être respectée. L'angle réfléchi sera égal à l'angle d'incidence. Mais voilà, on peut se poser la question, éventuellement, pourquoi pas mettre le point d'intersection à un autre endroit. Et on peut vérifier que le temps de parcours est minimal, la distance aussi d'ailleurs, puisque là on est dans le même milieu, entre A1 et A2, si et seulement si l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Donc c'est aussi une illustration du principe de Fermat. Tu peux le faire en paramétrant à peu près de la même manière que je viens de paramétrer la démonstration de la loi pour la réfraction. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. À bientôt.